Bonjour, bienvenue sur la chaîne Pôle Aéro et aujourd'hui on va voir une vidéo sur comment les compagnies s'arrangent pour éviter de dépenser des millions d'euros ou de dollars comme vous voulez. Et ce comment, on va voir que en fait ces deux procédés dont on va parler aujourd'hui qui sont simples mais qui sont très aéronautiques. D'accord? Et c'est pour ça qu'on va voir ça, c'est pour l'explication aéronautique de ces procédés. Alors, commençons par les problèmes des routes aéronautiques. Orthodromie ou loxodromie. À partir du moment où l'avion est arrivé sur le marché économique du transport de marchandises, de passagers ou de courriers, c'est posé le problème de la rapidité. Est-ce que l'avion était valable par rapport au train, au bateau ou au camion? Donc, il a fallu que l'avion au début prouve son efficacité et donc dès le début l'avion a eu comme credo d'aller le plus vite possible. Et pour ça, il fallait choisir la route qui allait optimiser les performances de l'avion. Et pour ça, on peut se dire, pour aller le plus vite possible, il faut faire un trait sur la carte et aller tout droit entre par exemple Paris et Bordeaux ou Paris et Londres. Oui, mais est-ce que tracer un trait sur une carte en 2 dimensions, ça revient à la même chose que la réalité du terrain sur une boule? On considérera que la Terre, on parlera aujourd'hui de boule. La théorie nous dit qu'il y a 2 routes possibles sur une boule. La première route possible, la plus simple, celle qui est utilisée par les avions type Aéroclub, c'est de choisir une route qui va maintenir un angle de route constant par rapport à une référence, le nord par exemple. Donc on voyagera en gardant le même cap. Cette route s'appelle une route loxodromique. L'autre possibilité est de chercher comment est-ce qu'on peut aller d'un point A à un point B en choisissant la route la plus courte sur une boule. Et là, la géométrie sphérique nous répond, si vous voulez le chemin le plus court entre A et B, il faut que cette portion A et B soit un morceau d'un grand cercle de la boule sur lequel vous êtes. Un grand cercle, c'est un cercle dont le centre passe par le milieu de la boule. L'équateur, par exemple, est un grand cercle. Les méridiens sont des demi-grands cercles. Alors, orthodromie, ça veut dire ortho, c'est droit, et dromie, la route, la course. Alors, de ces 2 possibilités, il n'y en a pas d'autres sur une boule, soit on fait une orthodromie, soit on fait une loxodromie pour aller de A vers B. La loxodromie sera retenue pour sa facilité pour des petites navigations, donc environ, on va dire, les navigations type Aéroclub, aux environs des 1000 nautiques maximum. Et quand les distances vont s'allonger, on va choisir évidemment la route la plus courte et ça sera un choix éclairé, mais de vraiment très loin. Et on va voir ça ensemble. Prenons l'exemple d'un trajet Charles de Gaulle, Los Angeles. Donc Charles de Gaulle, CDG, Los Angeles, LAX. Si je choisis une loxodromie, alors je vais faire 9800 km. Si maintenant je parcours cette même distance, mais en choisissant une orthodromie, je serai à 8800 km. Donc on voit tout de suite entre les deux 1000 km de différence. Pour voir ça, prenons encore une fois du concret. On va faire ce trajet avec un 777. Imaginons qu'on a 330 passagers à bord. La consommation du 777 sur un tel parcours avec une telle charge sera de 7500 kg par heure. Donc si je calcule bien, j'ai 1000 km de différence sur mes 2 trajets entre une ortho et une loxo. Vu que mon avion, à peu près bien sûr, c'est une approximation pour que les chiffres tombent juste, vole à 1000 km/h, j'ai 1 heure de différence sur un trajet, un aller. Donc j'ai 7500 kg de kérosène économisé à l'aller.
on va avoir aller-retour 15 tonnes de kérosène économisées. Prenons le cas d'Air France. Air France fait 4 rotations par jour pour Los Angeles. Et oui, on est à 60 tonnes de kérosène par jour. Et comme ces rotations se font 365 jours sur 365, eh bien, il suffit de multiplier pour obtenir le chiffre tout à fait faramineux de presque 22 000 tonnes de kérosène économisées par Air France uniquement sur les vols qui vont à Los Angeles. Il y a tous les autres vols. Donc, imaginez bien que un avion doit soigneusement choisir sa route, d'ailleurs elle est définie, de façon à économiser, ne pas dépenser plus que ce qui est prévu. Donc voilà le premier moyen. Il faut bien comprendre que quand on fait ce type de rotation, évidemment, il faut choisir une orthodromie et non pas une loxodromie. On en vient au point numéro 2 de cette vidéo où je vais vous expliquer comment sont réparties les forces sur un avion d'un point de vue longitudinal. Et comment, encore une fois, eh bien, on va pouvoir, par une petite méthode assez maligne, économiser du carburant et de l'argent. Alors regardez, je vous ai fait un petit schéma. Un avion, quand il vole, il est en équilibre dans l'air entre différentes forces. Pour que l'avion tienne en l'air, eh bien, la somme des forces qui s'appliquent à l'avion doit être égale à 0, mais nous dit Newton, la somme des moments des forces, elle aussi, doit être égale à 0. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, l'avion est en équilibre. Alors ok, on voit notre avion et il doit être en équilibre, donc la somme des forces doit être égale à 0. Mais là-dedans, il y a le poids. Et alors le poids, eh bien, il varie. Vous pouvez très bien faire un convoyage d'un avion de ligne à vide, sans rien dedans, ça arrive souvent, une livraison d'avion par exemple. On peut aussi avoir une répartition du poids, donc le centre de gravité de l'avion peut bouger vers l'avant ou vers l'arrière suivant où est mis le chargement. Et ça, c'est un sacré problème parce que l'équilibre qui doit être réalisé dans notre avion longitudinal entre la portance, le poids, eh bien, si je bouge le poids, la force qui va vers le bas, il faudrait que la portance bouge aussi pour équilibrer, et ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir recours à quelque chose d'autre. Il faut avoir une autre façon de penser pour équilibrer cet avion. Pour y parvenir, on a recours à un maintien de l'équilibre à travers un déséquilibre. L'aile de l'avion, de base, toute seule, si on prend juste un profil, comme vous voyez là, eh bien, elle est piqueuse. Ça veut dire que la somme des forces n'est pas égale à 0 et que l'aile connaît un couple piqueur, c'est-à-dire que l'aile a tendance à partir vers le bas, vers l'avant. Donc, en quelque sorte, l'aile toute seule ne peut pas parvenir à l'équilibre. Il va falloir avoir recours à une autre surface qui va produire aérodynamiquement une autre force. Cette autre force va venir compenser le couple piqueur de l'aile. Cette autre surface, bien sûr, c'est la profondeur de votre avion. Donc vous voyez sur le schéma maintenant avec la profondeur que, suivant l'évolution du couple piqueur devant, la profondeur va avoir un effet de déportance, c'est-à-dire que sa force à elle n'est pas vers le haut mais vers le bas, et que cette quantité de force va varier pour s'adapter à ce qui se passe devant. Au passage, notez que c'est du pilotage, c'est vous dans l'avion qui commandez cette force, cette déportance à l'arrière avec le manche. Si vous mettez le manche à braquer, vous augmentez la déportance et la queue de l'avion va partir vers le bas. Si vous mettez du manche à piquer, la déportance va diminuer et la queue de l'avion va monter. Mais cette force qui va vers le bas, elle doit être absolument constante en navigation. Quand on est en palier, pour que la somme des forces soit égale à 0, il faut que cette déportance mesure exactement toujours la même quantité, la même intensité. Et le pilote n'est pas capable de faire ça. Alors, on a recours à un nouvel équipement
le compensateur de régime. Donc vous verrez ça en cours de façon plus approfondie, mais sachez que ce compensateur, c'est une petite surface qui va se trouver à l'arrière de la profondeur et qui, en se braquant à l'opposé de la profondeur, va venir compenser la force que je mets dans la profondeur. C'est donc bien moi, en pilotant, qui vais venir régler ce compensateur de façon à ce que dans mon manche, je n'ai aucune sensation de force. D'accord ? On appelle ça la compensation. Et cette compensation longitudinale est la plus importante, c'est celle que vous apprendrez en premier en pilotage. Sinon, il existe aussi des compensations pour les autres axes de l'avion. Ce n'est pas l'objet du débat d'aujourd'hui. Alors finalement, quand on fait la somme de toutes ces forces, on arrive non seulement à une somme des forces qui est égale à 0 et à une somme des moments des forces qui est égale à 0. Alors vous allez me dire, où est-ce qu'il nous emmène avec sa démonstration d'aérodynamique ? On y arrive. En effet, cet équilibre qu'on a trouvé coûte extrêmement cher. Vous vous doutez bien que cette déportance, pour créer une force, il faut qu'elle s'appuie sur l'air, il faut qu'elle se serve de l'air et donc elle crée une traînée. Donc déjà, on a une première traînée. Et en plus, pour maintenir cette déportance constante, j'ai créé une autre petite surface, mon fameux compensateur, qui va venir lui aussi créer une force grâce à l'air et donc créer une traînée. Eh bien, j'ai créé beaucoup de traînées et toutes ces traînées se payent. Elles se payent avec la consommation de l'avion. Est-ce que ça ne serait pas malin, plutôt que d'aller chercher des trucs compliqués à l'arrière de l'avion, de réussir par un procédé à rapprocher le centre de gravité du centre de poussée? Et oui, et c'est ce qu'on fait. Alors, d'un point de vue de l'équilibre en vol et de ce qu'on appelle la stabilité de l'avion, c'est pas bon du tout, mais pour l'économie de carburant, là c'est très très bon. Alors, eh bien, grâce au système électronique, on est capable maintenant de faire ça sans que ce soit dangereux. Le kérosène qui est stocké dans les ailes, eh bien, grâce à des pompes ultra rapides à haute pression, on va déplacer ce kérosène vers la queue de l'avion, juste ce qu'il faut pour déplacer mon centre de gravité et qui se trouve à la bonne position. Pas trop près du centre de poussée, il y a un autre point dessus, mais pour l'instant on laisse tomber. On va le mettre à la bonne place. Eh bien, l'effet piqueur de l'aile devient très faible. Si l'effet piqueur de l'aile devient faible, eh bien, plus la peine d'avoir une grosse déportance. On n'a besoin que d'une toute petite déportance qui va créer très peu de traînées. Et donc, on va avoir besoin de compenser très très légèrement et donc on va créer très peu de traînées. L'un dans l'autre, eh bien, on a économisé une sacrée importance de traînées et donc une grosse quantité de kérosène. Cette vidéo est particulièrement d'actualité puisque en ce moment, le monde aéronautique dans le monde entier a prévu d'augmenter la flotte d'avions dans le monde sans pour autant augmenter le CO2 rejeté avec la même quantité de CO2. Donc c'est un effort gigantesque qui prend naissance dans des petites explications comme je vous ai donné. Alors, si je continue comme ça, tout doucement, on va glisser sur un autre thème qui est le plane bashing. Vous avez tous entendu parler qu'en ce moment, on dit « Oh mon Dieu, il ne faut plus prendre l'avion parce que c'est mal, parce que l'avion pollue énormément et donc il vaudrait préférer le train ou la voiture. » Mais ça, c'est un autre débat et ça sera une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis au revoir.